Salut, tranquille? Aujourd'hui, j'essaye ces petits micros là pendant mon entraînement. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Déjà, ça m'oblige à porter un pull, j'ai bien le seum. Je vais perdre ma réputation de type torse nu H24 si ça continue. En tout cas, j'espère que la qualité audio est ok. Parce que quand j'avais fait des tests, il y avait un petit bruit de fond qui était pas incroyable. Donc j'espère que ça ira mieux aujourd'hui. Justement, aujourd'hui, c'est séance front lever. Donc je pense aller dehors. Même s'il fait pas beau, c'est pas grave. Ce sera toujours mieux qu'être à l'intérieur parce que je suis déjà à l'intérieur beaucoup trop longtemps dans la journée. Que dire de plus? Oui, c'est une séance front lever. Alors, hier, j'ai rien fait sinon un petit peu de handstand et de basket. C'était de la récupération active. Avant hier, là, j'ai fait une grosse séance planche en particulier. Donc, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, je serai bien pour du front. J'ai déjà testé une petite série. Visiblement ça allait, j'avais pas mal d'explosivité, même en touch c'était bien. Donc je vais tester ça à l'échauffement et planche ou même poussée en général, je pense que j'en ferai très peu étant donné que j'ai encore des bonnes courbatures au dentelé et au deltoïde. Donc autant dire que planche ça va être galère. Des fois on peut être surpris avec les courbatures, on peut faire de très bonnes perfs, mais là sincèrement aujourd'hui je pense pas. Demain j'ai une session de prévue avec les gars à la salle de gym, donc je vais essayer de me réserver du jus en planche pour cette session là et pas faire beaucoup de handstand non plus dans cette séance pour que demain je sois bien comme il faut. J'ai vraiment l'impression d'être trop con avec ma petite moumoule là. J'espère qu'au moins la batterie tiendra toute la séance. Donc ouais d'ailleurs j'avais pas trop la foi là de tourner une vidéo. Mais je me suis dit que tout le mois de février, je devais le filmer pour que je sois le plus transparent possible dans mes entraînements et surtout que ça donne une idée à un pratiquant qui voudrait commencer ou même qui a déjà commencé de ce qu'est un mois dans la vie d'un type qui fait du street depuis un bail. Donc que ce soit étirement, douche froide, la vidéo d'hier justement elle portait sur les étirements et les douches froides, comment je m'y prends, ce que je fais. Alors bien évidemment, il ne faut pas tout calquer, ce qu'il faut c'est comprendre la logique d'entraînement qu'il y a derrière. Et au-delà de la logique d'entraînement, il y a aussi l'état d'esprit à avoir. Même si aujourd'hui j'avais la flemme de filmer cette session, je me suis dit je vais quand même le faire. J'aurai forcément des trucs intéressants à dire et toi tu pourras en retirer des choses intéressantes. Donc justement aujourd'hui j'avais une gêne au poignet gauche ces derniers jours. Aujourd'hui elle a l'air d'être partie. Bon, je sens quasiment plus rien, il faut vraiment que j'aille loin en amplitude, donc ça c'est bon. Je sais que poignet niveau amplitude, demain pour ma séance planche, je pourrais y aller. Aujourd'hui c'est une séance front, donc ça me posera pas de soucis. D'ailleurs, demain, j'ai mes derniers shootings photos à faire pour la publication du livre physique, la Bible du statique. Je le rappelle, mais il y a plein de méthodes en plus. La visualisation que j'ai détaillée, et justement, ça, on va en parler un peu aujourd'hui, de la visualisation, et des exercices de renforcement, parce que dans le livre, j'évoque des exercices type skin the cat, pseudo push-up, etc. Mais je trouve ça bien d'avoir des illustrations claires pour les personnes justement qui s'y connaîtraient pas, ou qui n'ont pas, qui n'ont pas sillonné tous les tutos planches de YouTube, etc. Donc qui ne connaissent pas ces exercices. Je fais au plus vite pour la sortir. Normalement, il y a un rassemblement de prévu à Machecoul début mars, organisé par l'équipe Alexis Gastino, Mando, Tennessee, etc. Donc merci à eux les mecs. Et lors de ce rassemblement, je suis censé avoir des bibles du statique de prêtes pour pouvoir commencer à en distribuer quelques-unes. Donc je rappelle, le livre il sera dispo sur Amazon, mais moi j'en vendrai aussi de mon propre chef. Le truc c'est que je connais pas encore les délais de Amazon, donc je sais pas si ce sera prêt dans les temps. Surtout qu'il y a tout le délire de mise en page, tout ça que je dois voir, enfin ça devrait aller. Poignet check, j'ai quand même de bonnes courbatures au dentelé. En soi, les courbatures, c'est une bonne et une mauvaise chose. Mauvaise chose dans le sens, ça veut dire que t'as trop poussé, t'en as trop fait, donc ton corps il a des lésions, tu vois, c'est un peu comme si t'avais steaké en agilité. Si tu t'es arraché de la peau, bon, bah, ça veut dire que t'en as trop fait, t'as fait beaucoup trop de volume pour ce que ton corps pouvait supporter en l'instant. Mais c'est bien dans le sens où ça t'aide à savoir les zones que t'as travaillées. Quelqu'un qui bourrine la planche et le lendemain il a des courbatures plus au lombaire par exemple, bah là ça veut dire que l'implication qu'il avait était pas la bonne. Et même au-delà de ça, en fait les courbatures te donnent un ressenti et ce ressenti il diminue les ressources attentionnelles nécessaires à la correction des lacunes techniques.
En temps normal, c'est difficile si tu sens pas ton corps de corriger tel ou tel mouvement, de te dire ah là je suis pas bien protracté, etc. Mais les courbatures, comme elles confèrent un ressenti, ça facilite tout cet apprentissage technique. Donc ouais, justement, je te parlais de visualisation. Dans le livre, j'ai détaillé avec un max d'études scientifiques parce que j'avais fait un mémoire sur le sujet il y a un an à peu près. Donc j'ai essayé de tout synthétiser en quelques pages dans le livre parce que je trouvais que c'était quelque chose qui manquait énormément. En street, énormément de monde parle de la visualisation. À haut niveau, plein d'athlètes l'utilisent, sauf que les protocoles, bah, ils sont pas détaillés en fait. Il y a personne qui, qui décrit précisément comment faire. Ou alors il y en a qui décrivent, mais il n'y a eu aucun soutien de la littérature scientifique dessus, ou ça n'a pas été testé par beaucoup de personnes. Ce qui compte, c'est avant tout de tester et d'approuver en fait. Donc un point clé que je peux te partager sur la visualisation, ce serait de l'utiliser pour du travail technique. Et donc comme tout travail technique, le principe de Schmidt-Blechers s'applique, il faut que tu termines sur une bonne note. Quand tu fais une visualisation, par exemple, j'en parlais avec ma professeure Laetitia Planchet à l'UFR STAPS, elle, ce qu'elle appliquait avec ses gymnastes, c'est qu'elle leur demandait de visualiser et elle pouvait arrêter la visualisation que lorsqu'elles avaient réussi 3 fois de suite leur enchaînement de gymnastique, c'est comme une combinaison en street, que lorsqu'elles avaient réussi 3 fois de suite cet enchaînement en question, dans leur tête, et sans rater, pour que le cerveau garde en mémoire cette réussite. Tu te souviens toujours plus de la dernière chose que tu as fait à l'entraînement. Bah, de la même manière, c'est la dernière visualisation que tu auras qui impactera le plus ta performance à venir. La visualisation, elle peut être utilisée à court terme dans l'entraînement, comme elle peut être utilisée à long terme, comme un travail technique en soi. Travail technique, c'est pareil, tu peux en faire un petit peu à l'échauffement pour que ça améliore tes performances de l'entraînement à venir, mais tu peux aussi en faire en fin d'entraînement pour que tu repartes du bon pied et surtout que tu aies moins besoin de te concentrer sur la technique au prochain entraînement. D'ailleurs, un dernier point et pas des moindres, comme c'est un travail technique, ce sera forcément plus efficace sur des mouvements qui sont techniques également. C'est-à-dire one arm handstand, one arm planche, tous les mouvements à l'appui, ce sera extrêmement efficace. Donc je ne vais pas pouvoir détailler le protocole ici, mais gardez à l'esprit que c'est comme un travail technique, je pense que c'est ce qui sera le plus parlant pour toi. Tout le protocole est détaillé dans mon livre, donc tu verras quand ça sort si tu veux l'acheter. Ok, ce banger, du coup, je vais pouvoir mettre de la musique et en même temps m'entraîner. Quel plaisir. En tout cas, même si c'est vrai qu'au début j'avais la flemme de démarrer la vidéo, et ben c'est un peu comme le bain quand t'es petite. C'est galère d'y entrer, mais au final, quand t'es dedans, t'es bien. Voilà, c'est pareil. Ce format m'a été conseillé par mon pote Yanis à la base. Et l'aspect faire un petit podcast et en même temps t'entraîner, je trouve ça génial. Surtout que ça permet de directement mettre en application toutes les connaissances théoriques que je pose dans les autres vidéos. Ça d'ailleurs, ça me semble primordial lorsqu'on est un coach. C'est d'abord d'appliquer les conseils qu'on donne. Parce que ça peut paraître vraiment bête, mais le fait ce que je dis, pas ce que je fais, il y a énormément de coachs qui le font. C'est d'une incohérence complète, j'ai pas les mots. Solide sur le one leg touch. Justement, je vais me concentrer un peu plus sur ma technique aujourd'hui. Parce que comme je l'ai dit, demain, je veux faire une séance planche. Putain, j'ai plus de souffle. Donc je sais que demain, je vais avoir une grosse séance. Donc aujourd'hui, il paraît logique que je fasse une séance plus petite. Donc j'ai plus l'accès technique. Là, je me suis éclaté, j'ai fait du combo one leg, tout ça. J'ai fait exprès de pas lancer un full touch, du moins de faire un try de full touch, parce que justement, je veux me garder du nerveux pour demain. Aussi, mon touch et ma planche sollicitent mes biceps. Si je bourrine à fond dans les deux, bah ils vont peut-être pas kiffer à la longue. Donc je sais que si demain je vais taper beaucoup dans mes biceps et si je veux pas que mes bras ils se mettent à fléchir parce que mes biceps sont rincés, ben va falloir que je ménage un petit peu mon effort aujourd'hui. Autrement dit, pas beaucoup de nerveux
plus du renfort musculaire. Si j'ai des petites courbatures de main au niveau de la chaîne postérieure, c'est pas un mal, c'est même un bien parce que comme je le disais en début de séance, le ressenti musculaire que ça confère, ça me permet de mieux impliquer la chaîne postérieure lors de mes efforts de poussée. Et comme en planche, on l'a déjà vu, j'ai du mal à avoir une bonne rotation externe au niveau du bras, ben ça peut que avoir un aspect bénéfique. C'est pas ma chaîne postérieure qui lâche en première, c'est juste que j'ai du mal à la ressentir et donc à l'utiliser. D'ailleurs, le gros point positif que je trouve au fait de filmer mes séances, c'est que je sais que comme je suis filmé, je dois procéder de manière logique. J'aurais tendance à pouvoir être incohérent dans mes entraînements en mode bah, j'ai dit qu'il fallait taffer que un mouvement par séance si on faisait du nerveux. Mais bon, j'ai envie de taffer planche et front aujourd'hui, tout ça. Quand je me filme, je suis plus sérieux justement là-dessus et je me comporte mieux comme je devrais et pas de manière primitive et irréfléchie. Ça doit dépendre de la motivation des personnes. Il y en a qui aiment bien être... Il y en a qui sont motivés dès qu'on les regarde. Moi, je sais que mon daron, il entre dans ma chambre quand je fais une séance de sport, mais je pète mes perfs. Il y en a, ça va pas les impacter d'avoir du public ou d'être supporté ou au contraire d'être hué. Moi je sais que ça joue énormément sur mes performances pour le coup. Et c'est pour ça que souvent lors de rassemblements ou de compétitions, j'ai juste une endurance de zinzin. Déjà que d'habitude elle est pas mauvaise, mais vraiment je sens la montée d'adrénaline et ça me fait trop kiffer. Donc ouais, encore une fois, très important d'être observateur et de voir ce qui nous stimule. Parce que là, il y a aussi le cas contraire. Il y a des personnes qui vont prendre, je sais pas, du café par défaut quand elles sont en gros entraînement. Moi, j'ai remarqué que la caféine, sur mon corps, ça avait un effet dévastateur. En fait, ça fait une grosse montée d'adrénaline. Donc, j'ai plus de force, mais pour le coup, je perds toute mon endurance. Et les fois où j'ai bu de la Monster, de la Red Bull, où je me suis pris du café avant de faire une séance, mes séances, elles duraient que dalle de temps. En fait. Genre, j'avais un petit gain de force, mais je perdais absolument toute mon endurance. Donc ouais, moi je sais que personnellement mon boost, c'est la musique et les gens avec qui je m'entraîne. À toi de trouver tes boosts à toi. Donc là, tu vois, je suis direct passé sur du travail musculaire. Ma première série, elle était un peu nerveuse, mais en réalité, j'ai pas forcé plus que ça. Putain, je sais pas toi, mais dès que je taffe le touch, faire un hold après, c'est un enfer. Ça me rince beaucoup plus le dos, je sais pas ce qui se passe, mais ouais, j'arrive plus à hold. Même là, c'est pour ça que j'ai fait des négatives en front. Je peux encore contrôler un petit peu. Hold, vraiment, c'est galère. Bon, en même temps, tu me diras, je taffe plus que le touch. Ça fait peut-être 1 an que j'ai pas fait de séance front lever. D'ailleurs, ça peut paraître un peu étonnant parce que j'ai les bras plutôt longs. Donc en soi, je devrais être plus à l'aise pour les mouvements bras tendus, type front lever et planche. Bon, en soi, bras tendus, ça va, je suis pas mauvais. En tirage, du moins. En poussée, j'ai plus de mal. Il y a de la compréhension technique. Mais ouais, la longueur des bras joue vraiment sur le levier qu'on a dans les figures. Et donc sur la simplicité qu'on peut avoir à effectuer tel ou tel skill. Généralement, les personnes qui ont les bras plutôt courts seront plus à l'aise pour tout ce qui est pull-up ou push-up. Et les personnes qui ont les bras plutôt longs devraient être plus à l'aise sur les grippes larges, type maltaise, type victoriane, ainsi que sur les mouvements unilatéraux, genre one arm planche, one arm front lever. Parce que, encore une fois, si ton bras il est grand, ça diminue le levier nécessaire. Sauf que quand ton bras est court, l'amplitude d'une push-up ou d'une pull-up, elle est réduite. C'est notamment pour ça que Onizuka, qui a des bras plutôt petits, il est extrêmement fort en touch. Et Dailong, qui a l'envergure d'un putain de condor, il est très fort pour les maltaises. Bon, c'est aussi une question d'insertion musculaire, etc. Mais la taille des bras joue beaucoup. Si tu veux un repère d'ailleurs, on dit qu'on a des grands bras quand notre envergure est plus grande que notre taille. Et du coup, des petits bras quand c'est l'inverse.
pense que pour le reste de la séance, je vais opter pour des séries qui sont plus courtes. Et comme ça, je pourrais prendre des temps de repos plus courts aussi. Ça me permettra de moins forcer et de conserver une bonne technique tout en ayant un petit peu de congestion. Donc ouais, demain comme ça, je ne serai pas rincé et je pourrais faire une bonne séance planche. Je vais peut-être faire un tout petit peu de handstand aujourd'hui parce que je sais qu'en faire un tout petit peu, ça m'aidera demain à avoir une meilleure technique. Et voilà, c'est parti. Pour ce qui est des élastiques, je pense que je devrais faire une vidéo dessus. Mais personnellement, j'aime bien faire des séances sans les utiliser en fait. Genre, j'adore les séances avec ma bite et mon couteau. Parce que je trouve que le fait de ne pas avoir d'élastique, bon, ça peut être un peu contraignant pour apprendre certains mouvements. Mais pour d'autres, ça force justement à se creuser un peu les méninges, à réfléchir sur comment je peux simplifier le mouvement autrement ou comment je peux complexifier des mouvements que je trouve actuellement simples. Je le rappelle, en travail nerveux, le but c'est de se simplifier le mouvement. C'est pour ça qu'on dégrade la forme, qu'on réduit l'amplitude, etc. Et en travail musculaire, le but c'est de peaufiner la technique. Mettre un élastique sur un mouvement compliqué pour le simplifier, comprendre des mouvements plus simples, mais les complexifier. Donc là, dans mon cas, moi, si je fais du travail nerveux en front, je vais faire du full front lever et du one leg. La technique sera pas incroyable. Pour forcer nerveusement, je vais essayer de faire des tractions explosives où je vais essayer de contrôler jusqu'à vraiment trembler, devenir un vibromasseur humain et contrôler la descente. Et dans mon travail musculaire, du coup, je ferai l'opposé. Si j'ai fait beaucoup d'explosivité en début de séance, je fais plus du contrôle. Et si j'ai fait beaucoup de contrôle en début de séance, je vais rajouter un petit peu de l'explosivité. En fait, ça sert à équilibrer. Le travail musculaire sert juste à équilibrer le travail nerveux. Donc ouais, les élastiques, ça peut être avantageux pour ça, mais en soi, faut pas avoir peur de repasser sur des mouvements beaucoup plus simples. Là, dans mon cas, moi, je pourrais même limite faire du tuck tout court ou un petit peu de traction en fin de séance. Oui, si j'avais un élastique, je pourrais être plus spécifique et faire, je sais pas, des front lever raise avec ça ou des front lever pull-up. C'est vrai, mais j'ai la flemme d'aller le chercher dans ma chambre. Voilà, tout ça pour ça. Bon, c'est pas tout, mais j'avais dit que je prenais moins de temps de repos et là, on doit être à 2 minutes quand même. Bon, là, ça se voit que c'est compliqué parce que si j'arrive même plus à touch en advanced tuck pull-up, ça veut dire qu'il y a un souci dans les biceps. Voilà, exactement. La classe. Tu vois, de manière générale, j'ai remarqué qu'en front lever, j'avais pas besoin de faire des séances très longues pour progresser. Là où en planche, il me fallait du travail plus conséquent. C'est des observations que j'ai faites sur mon corps et je t'encourage à, encore une fois, faire les mêmes observations. Il y a trop de personnes qui viennent m'envoyer des messages en mode « Ah, et pour ça, est-ce que tu ferais plutôt ça ou ça ?» Enfin, vraiment, à chaque fois, c'est pour des détails. Et je pense que c'est des personnes qui en oublient les fondamentaux. Fondamental, c'est t'as pas confiance en toi. Genre, t'auras beau faire le meilleur programme du monde, que bien centré sur tes lacunes, qui te plaît, etc. Si tu n'as pas confiance en ce programme et que tu n'es pas convaincu que tu vas progresser, tu progresseras pas en fait. Et la confiance en soi, je l'ai dit dans une autre vidéo, ça passe par le fait de réussir plus qu'on ne rate, mais ça passe aussi par le fait de se faire confiance. En fait, la confiance en soi, elle se développe en se faisant confiance. Et tu te fais confiance quand tu te dis, je suis capable de trouver les solutions à mes problèmes. Je suis pas obligé de demander toujours à X ou Y avant d'avoir cherché par soi-même. C'est bien de prendre des informations à droite à gauche pour mieux résoudre ses propres problèmes. Sauf que la démarche initiale, ça doit toujours être d'abord je me questionne et si je trouve pas, je prends la réponse. Si tu vas directement à la facilité et que tu vas directement chercher la réponse sans d'abord t'être posé la question avant, t'apprendras jamais à trouver la réponse par toi-même. Donc tu n'auras jamais confiance en tes capacités, tu partiras toujours du principe que les autres sauront mieux que toi-même. Et ça nuit à ta confiance. Donc pour revenir à ma séance, je suis plus efficace dans mon travail du front lever, donc je vais passer à du handstand.
Tiens d'ailleurs, je vais faire un tuto lift one arm handstand parce que on est déjà venu me demander plusieurs fois comment je l'avais appris. En soi, c'est vraiment très logique. Déjà, faut bourriner, faut essayer et faut être suffisamment souple des obliques. Comme tous les mouvements, plus t'es souple, moins ça te demande de force. Donc en l'occurrence, si tu arrives à te plier en deux, si tu arrives à poser la main collée à ton pied, et ben dans ces cas-là, tu peux faire le mouvement en souplesse, ça demandera peu de force. Donc il faut que tu aies le regard qui se positionne proche de ta main, si ta main est proche de ton pied. Et dans ces cas-là, tu feras tout en flexion thoracique, enfin en inclinaison plutôt. Tout le mouvement s'effectuera de la sorte. Tu pourras garder toujours ton bras vertical, tout se passera au niveau de la mobilité des obliques. En revanche, si t'es pas souple, pour pouvoir lever ton one arm handstand, eh bien il va falloir que tu leans, à savoir que tu te penches vers l'avant. Donc, ta trajectoire de tête sera pas la même, étant donné que tu peux pas placer la main au même endroit. Si tu peux placer la main que 40 ou 50 cm devant ton pied, eh ben, il va falloir que tu penches vachement devant pour pouvoir lever la masse qui est derrière. Ça paraît logique en soi. Plus tu as de masse ici, plus toi, il faut que tu en rajoutes là si tu veux pouvoir trouver un équilibre et même créer un déséquilibre de ce côté-là. Pour moi, en l'occurrence, si j'ai ma main qui est collée à mon pied, ce que j'arrive à faire, eh ben, je peux regarder quelque part au niveau de mon index. Et c'est dans cette trajectoire-là que je plonge pour créer un transfert de poids. À certains moments, je m'amuse à le faire un peu plus en force, justement pour que ça travaille davantage ma force et que ça me prépare à des mouvements type one arm planche. Donc dans ces cas-là, je plonge plus devant. Ma trajectoire de tête, au lieu de regarder au niveau de ma main, là, mon regard, il est 50 cm devant, quoi. Donc à toi de voir. Au début, tu l'apprendras probablement en force, mais du coup, plus tu le feras, plus tu gagneras en souplesse et en technique, et plus tu pourras optimiser la trajectoire justement de manière à économiser de la force. Bon, je sens que ça faisait longtemps que j'avais pas fait en extérieur, même s'il n'y a pas énormément de vent, le fait que le sol soit un peu irrégulier, c'est un coup de main à reprendre. Au moins il n'est pas trop incliné mais juste irrégulier. Et d'ailleurs en ce moment je m'amuse à avoir les doigts bien écartés quand je fais du one arm handstand. J'aime bien parce que en ça c'est moins du contrôle, c'est plus du rééquilibrage, parce que ma marge d'erreur est plus grande de cette manière, c'est mon polygone de sustentation est plus grand, c'est la surface que j'ai. Donc ouais, ça me donne une marge d'erreur plus importante, ce qui fait aussi que souvent mon handstand il a tendance à se balader, il n'est pas très stable. Mais en revanche, du coup, si mon handstand se balade, c'est parce que le fait d'écarter les doigts, ça confère moins de force. Il y a beaucoup de hand balancers qui ont les doigts tout recroquevillés comme ça, et ça, c'est parce que ça donne beaucoup plus de contrôle, mais automatiquement, comme tu gagnes quelque part, tu perds forcément autre part. Le surplus de contrôle que ça donne, eh ben, ça diminue la surface de contact au sol, et donc la marge d'erreur que tu as. C'est pour ça que les blocs, d'ailleurs, blog de chez MX Sport, MX Bricks, vous pouvez avoir 10% de réduction dessus avec le code MOULAX. Pour moi, c'est un indispensable pour les hand balancers parce que justement, tu as une surface de contact plus petite, donc ça t'oblige à développer davantage ton contrôle et ta force au niveau du poignet. Donc à tester, si tu ne les as pas encore testés, c'est génial. Je pense que ma technique est pas si mal. En revanche, j'ai un peu de mal à me concentrer. Peut-être parce que j'en ai fait une demi-heure hier et que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Donc ça a tapé un peu dans la concentration. Ou peut-être que j'ai un peu trop étiré hier les dorsaux, tout ça, et que j'ai un peu de fatigue dessus. Je pourrais pas dire, mais toujours est-il que c'est pas phénoménal. Donc quand c'est pas phénoménal, bah on n'insiste pas plus que ça et puis c'est tout. Ça ira mieux en autre. Quelques petites séries pour finir et bah ce sera fini.
Bon, j'aurais bien aimé voir ce que je venais de faire, mais mon appareil photo, je sais pas l'utiliser. Voilà, donc j'ai pas réussi. Et donc je vais recommencer, faire mieux et plus loin. C'était nul à chier, dites-moi. Bon, ça a commencé à me casser les burnes, donc c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête si ça commence à me casser les burnes. Bon point, c'est que j'ai capté un truc au niveau de la compression et du handstand finger. Donc ouais, là, en envoyant mes jambes plus derrière, ça me cale, donc je suis moins à me crisper et je pense que la trajectoire, j'arriverai mieux à la contrôler de cette... Enfin, ça peut paraître extrêmement abstrait si on n'a pas testé le skill en question, mais voilà, le fait de tendre un peu plus mes jambes et de les envoyer un peu plus vers l'avant pour créer une courbure comme ça, j'ai remarqué que ça aidait. Bon, là, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais pas stopper l'entraînement, donc il y a un truc qui passait pas, à savoir le one arm handstand. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu sur le truc que je faisais avant et qui lui marchait. À peu près. Hein. Mon front lever restait bancal, j'ai senti que j'ai bien fatigué dessus, mais là, comparé à tout à l'heure, là j'ai touch 5 pull-ups. Même si oui, l'angle de mon corps n'était pas forcément incroyable, etc. Ça reste quand même mieux que ce que j'ai fait avant en front, alors que là j'ai fait du handstand et que ça commençait à me prendre le chou. Enfin bref, tout ça pour dire que quand un truc que tu veux passe pas, tu te concentres sur ce que tu sais faire. Du moins, c'est la petite morale du jour à retenir. Et le pire, c'est que souvent, après, tu rattaques avec le truc que tu voulais et ça passe mieux. Donc, c'est pas tant ce qu'on fait qui pose problème, c'est l'ordre dans lequel on le fait des fois. Et juste le corps, il te dit de lui-même, bon bah ça passe, ça passe pas. Faut apprendre à l'écouter peut-être, c'est tout. Bon bah mon dernier combo peut paraître mauvais comparé à ce que je fais d'habitude, mais comparé à ce que je faisais là juste avant dans la séance, c'est mieux. Surtout, peut-être que visuellement ça ne l'est pas, mais en termes de sensation, ouais, je me sentais beaucoup plus léger, beaucoup plus à l'aise, je respirais tranquillement. Donc c'est une amélioration comme une autre. L'amélioration, c'est pas toujours je réussis à passer à la progression du dessus, ou je réussis à tenir plus longtemps. Des fois, c'est juste je me sens plus à l'aise, j'ai eu un meilleur ressenti, j'étais moins fatigué, ou j'ai réussi à faire des performances similaires dans une situation qui était moins propre. Dans tous les cas, tu dois repartir de l'entraînement en te disant j'ai été bon et j'ai fait ce qu'il fallait. Pas en te frustrant à forcer dans un truc qui veut pas passer. Petite citation de Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Bah, c'est exactement ça. Là, tu vois, mon one arm handstand passait pas. Bah, si ce que je faisais, c'était juste continuer de bourriner ce qui passait pas, bah, j'allais juste accumuler de plus en plus de frustration. Avoir le bon état d'esprit, ouais, c'est dur, mais se frustrer, bah, c'est dur aussi. Donc, à toi de voir quel type de difficulté tu préfères, en sachant qu'il y en a un qui est productif et l'autre qui ne l'est pas du tout. Ah putain, ça je sais pas si t'es déjà arrivé. J'avais une larme dans l'œil, donc je voyais rien du tout à ce que je faisais. Voilà, c'est tout, c'est marrant. Tu vois, c'est dans cet état-là qu'il faut finir l'entraînement en mode bon, c'est cool. Alors qu'au final, objectivement, j'ai fait que dalle en front, j'ai fait que dalle en one arm handstand. Mais à vrai dire, c'est demain que je compte faire une grosse séance, donc aujourd'hui, il fallait juste que je sois satisfait de mon travail technique et que je bosse un petit peu sur du tirage en front et un petit peu en équilibre. C'est tout, ça suffit, c'était l'objectif du jour, l'objectif est accompli. Donc, fin de séance. Comme toujours, j'espère que t'en as tiré des enseignements utiles et que ça te servira dans tes entraînements. Je te souhaite bon courage pour les séances à venir, entraîne-toi bien, récupère bien. C'était Moulax.